Bonsoir, chers amis. Bienvenue à cette nouvelle rencontre consacrée au symbolisme du corps humain. Après un enseignement sur les organes génitaux masculins, nous voici au moment d'explorer, si j'ose dire, les organes génitaux féminins. Alors, je vous rappelle brièvement qu'ils ont été classés dans la catégorie des organes de l'expérience spirituelle, ce qui n'est pas habituel, tout au moins, dans la culture occidentale contemporaine. Alors, nous nous sommes longuement expliqués à ce propos lors de notre rencontre portant sur les organes génitaux masculins, donc je ne vais pas revenir sur le sujet, mais de nouveau, nous devons traiter ce soir un thème difficile, un sujet particulièrement sensible à notre époque, en particulier face aux revendications féministes qui ont parfois tendance à accuser les discours traditionnels d'androcentrisme et de développer à cet égard, on le comprend bien, une certaine méfiance. Alors, pour accentuer la difficulté, je suis un homme, ce qui ne vous aura certainement pas échappé, ce qui n'est pas un véritable atout pour aborder un tel sujet. En outre, je m'intéresse en priorité aux enseignements et aux valeurs qu'on retrouve dans diverses cultures et traditions antiques, c'est-à-dire que la perspective pourrait être appelée traditionnelle, si vous voulez. Alors, à ce titre, je vais d'ailleurs m'en tenir ce soir à l'approche que nous avons utilisée pour l'étude des autres organes du corps humain. On ne modifiera pas notre méthodologie, c'est-à-dire que nous allons avoir une approche essentiellement symbolique et kabbalistique, qui, je l'espère, sera susceptible de nous amener à mieux saisir ce qu'incarnent les organes en question, dans quelle mesure ils matérialisent toujours le même souci que nous avons, comment les organes de notre corps matérialisent et somatisent des enjeux initiatiques importants sur un chemin de développement psychospirituel, comme s'ils étaient en quelque sorte de véritables guides sur une voie, sur un chemin de croissance personnelle et d'éveil spirituel. Alors, pour introduire le sujet ce soir, nous allons devoir rappeler brièvement ce que la sexuation de l'androgyne primordial peut représenter, c'est-à-dire en quoi l'apparition du masculin et du féminin représente une étape primordiale dans l'histoire du genre humain, en quoi il s'agit là du début d'une expérience psychospirituelle déterminante, d'une clé sur le chemin de l'initiation, c'est-à-dire de l'accomplissement. Nous avons déjà abordé ce sujet lors de notre rencontre précédente, mais il me semble important de le rappeler brièvement, de façon à ce que nous soyons bien au fait de la perspective dans laquelle nous allons aborder nos organes génitaux féminins. Auparavant, laissez-moi toutefois vous présenter le plan de notre rencontre. C'est toujours intéressant de savoir un peu où l'on va. Alors, comme toujours, nous allons débuter par quelques considérations générales dans le but de contextualiser notre sujet. Alors, ces considérations générales sont tout particulièrement essentielles lorsqu'il est question des organes génitaux, pour les raisons que je viens d'évoquer, à savoir que nous les avons classés dans la catégorie des organes spirituels. Donc, on a besoin de mieux contextualiser ce qu'ils représentent, de mieux développer l'univers de sens dans lequel nous allons les aborder. Alors, ces considérations générales vont ce soir s'articuler autour de 4 principaux volets, ce qui est souvent le cas. Dans un premier temps, nous allons chercher à mieux définir ce qu'est le féminin à travers 2 mots hébreux qui l'évoquent. Alors, pour cela, nous aurons recours, comme le mois dernier, aux récits de la création, tels qu'ils apparaissent dans les textes bibliques, parce que dans ces récits, ces 2 mots sont présents et ces 2 mots nous parlent d'une façon différente de ce qu'est le féminin. Puis, dans un second temps, nous allons évoquer quelques rites associés à l'univers du féminin, des rites qui mettent en œuvre des éléments symboliques caractéristiques qui vont nous permettre, une fois encore, de mieux cerner la manière dont les anciens ont considéré ce qu'est le féminin, et la manière dont ils l'ont mis en œuvre à travers des rites qui ne sont pas que symboliques, qui sont également opératifs. Puis, notre troisième volet sera consacré à une question particulièrement délicate, puisqu'il s'agira de donner du sens à l'expérience récurrente, mensuelle dans la vie d'une femme adulte, donner du sens aux règles, qui ont toujours été au cœur de nombreux interdits et de nombreux tabous. Quelles en sont les raisons? Et comment pouvons-nous
mieux comprendre ce que cela a représenté dans les cultures antiques et ce que cela peut évoquer dans une perspective à la fois symbolique et kabbalistique. Et enfin, dans un quatrième temps, comme nous l'avions fait pour les organes génitaux masculins, nous allons évoquer très brièvement les pôles de la magie sexuelle et du tantrisme, selon le sens qu'on a déjà donné le mois dernier à ces deux réalités, hein, magie sexuelle, tantrisme, qu'on a distingué d'une façon un peu singulière, d'une manière qu'on ne retrouve pas dans la littérature habituelle, pour essayer de voir deux facettes, finalement, de ce que représentent les organes génitaux dans un contexte de magie, dans un contexte d'expérience spirituelle également. Alors, au terme de ces considérations générales, nous aurons développé un univers de sens qui va nous permettre, encore une fois, d'aborder ces organes dans une perspective qui soit particulièrement intéressante, tant sur un plan symbolique que kabbalistique. Cela va nous permettre de débuter notre analyse symbolique qui va s'appliquer d'abord au niveau anatomique. On va s'intéresser aux organes génitaux féminins, d'abord à ceux qui sont invisibles, qui sont au-dedans, puis ensuite à ceux qui sont visibles, qui apparaissent au-dehors. Hein. Nous allons ensuite apporter une lecture symbolique aux fonctions emblématiques des organes génitaux féminins, donc on va se situer au niveau physiologique, et enfin, un volet kabbalistique va nous permettre d'achever notre analyse. Alors, fort de cette perspective, eh bien, nous allons ensuite tenter de définir les enjeux psychologiques et les enjeux spirituels associés étroitement aux organes génitaux féminins, ce qui est le principal objectif de notre étude, pas seulement de celle de ce soir, mais de celle de tous les autres organes dont nous avons abordé l'étude depuis les os jusqu'à ce soir. Et donc, on va concentrer toute notre attention sur ces enjeux initiatiques, la façon de mieux les cerner et bien sûr dans le but d'avoir des outils, d'avoir des repères sur un chemin de croissance et de développement. Alors on va donc débuter par le premier volet de nos considérations générales afin de répondre à la question suivante, qu'est-ce que le féminin? Question immense que nous allons aborder, je viens de vous le préciser, à travers deux mots hébreux qui nous permettent d'en percevoir des facettes fondamentales. Alors, une fois encore, nous devons rappeler que l'apparition du féminin, selon la mythologie judéo-chrétienne, qui est au cœur de la Kabbale, résulte d'une division opérée au sein d'un androgyne primordial. C'est-à-dire qu'à l'origine, masculin et féminin sont étroitement liés en un être androgyne, hein, et va s'opérer une division de cet androgyne primordial visant à permettre en chacun de nous une prise de conscience de la présence de ces deux réalités constitutives qui sont au cœur de chaque être humain. Deux réalités appelées à se faire face et à entrer en relation, plus encore, à s'unir dans une expérience d'union sans confusion. Alors, le mois dernier, nous avons largement développé ce sujet de manière assez exhaustive. On ne va pas reprendre tout cela intégralement. Je vous invite à reprendre ce que nous en avons dit le mois dernier, mais on va simplement rappeler que l'existence de cet androgyne originel est évoquée dans le premier récit de la création, plus précisément dans Genèse 1,27, qui affirme « Dieu créa le Adam », on peut dire l'humain si vous voulez, à son image. C'est à l'image de Dieu qu'il le créa, mâle et femelle furent créés à la fois. Ainsi, l'Adam primordial est à la fois mâle et femelle, comme le soulignent de très nombreux exégètes juifs et de très nombreux kabbalistes, bien évidemment. Or, le mot utilisé ici pour désigner le féminin, quand on lit « mâle et femelle furent créés à la fois », hein, le mot qu'on traduit ici en français par « femelle », c'est le mot « nekeva ». Alors, « nekeva » évoque la nature féminine du Adam primordial. Alors, comme pour la nature masculine, il n'est plus question ici de l'ensemble des attributs culturels
qu'on pourrait lui associer a posteriori, mais du féminin, je dirais ontologique. Hein? Or, c'est le mot nekeva qui nous en révèle l'essence. Alors, ce mot vient de la racine nunkufbet. Nunkufbet, à l'origine du mot nakav, qui signifie être troué. Le premier élément que l'on peut tirer d'une analyse kabbalistique du mot nekeva est donc ce concept d'être troué. Ce qui d'ailleurs évoque déjà une complémentarité avec le masculin, désigné en hébreu, rappelez-vous, par le terme zakar, qui signifie pénétrer. Hein? Donc on a d'une part pénétrer, d'autre part être troué. Or nakav, qui signifie être troué, lorsqu'on le prononce nekev, hein, cette même racine va désigner le trou, le creux, le réceptacle, mais aussi, et cela est très intéressant, l'espace intérieur. Ce qui trace déjà un univers de sens très intéressant, qui évoque une notion de trouité, de viduité, de disponibilité, de réceptivité, d'intériorité. Ce sont des mots-clés, si vous voulez, qu'on peut rattacher d'une façon immédiate à la racine trinitaire, à la racine de 3 lettres, à l'origine du mot nekeva, le féminin au sens biblique du terme. Hein. La trouité est de tous ces concepts le plus important. C'est le propre de la créature que d'être troué. Hein. Et nous allons bien sûr développer ça tout au cours de la soirée. Par ailleurs, il existe plusieurs rébus que l'on peut tirer du mot nekeva. Alors nekeva, ça s'écrit nun, kuf, bet, et. Hein? Et dans ce complexe de 4 lettres, nun, kuf, bet, et, nous avons le mot av, et bet, qui est l'impératif du verbe donner. Hein? Le verbe donner, c'est yud et bet. Hein? L'impératif du verbe donner, c'est av, et donc ça veut dire donne. Hein? Et lorsqu'on retire l'impératif du verbe donner du mot nekeva, il nous reste alors les lettres kuf, nun, qui forment le mot ken, qui désigne le nid. Hein? Autrement dit, nekeva, c'est donner un nid. Donner un nid dans le sens où on retrouve cette réalité, par exemple, dans le texte du Deutéronome, chapitre 22, verset 6, que beaucoup d'entre vous connaissez parce qu'on y revient régulièrement. « Si tu rencontres en ton chemin un nid d'oiseaux. » Nekeva signifie littéralement « donne un nid », c'est-à-dire un lieu qui, par nature, permet de se développer et de naître. Une symbolique puissante associée au féminin, donne un nid. Dans la fonction physiologique des organes génitaux féminins, on a d'ailleurs la nidation, c'est-à-dire ce moment où l'ovocyte fécondé va s'installer à l'intérieur de l'utérus pour pouvoir s'y déployer en vue de sa naissance, si vous voulez. Donc, un premier rébus extrêmement intéressant tiré du mot nekeva. On a un second rébus, on y trouve également le mot naga, nun, kuf, e, qui signifie être pur, être innocent. Et lorsqu'on retire ce mot du terme nekeva, il nous reste la lettre bet. La lettre bet est une lettre issue de l'ancien idéogramme qui représente une maison, qui évoque essentiellement un lieu d'hospitalité, mais aussi un lieu d'incarnation, de matérialisation de quelque chose. Alors ici, on pourrait dire que nekeva, c'est le lieu de matérialisation de la pureté et de l'innocence. Le féminin est donc la maison de l'être pur, de l'être innocent. Second rébus, extrêmement intéressant. Puis on a un troisième rébus qu'on peut décliner de 3 manières différentes, puisque dans le mot nekeva, on retrouve également le mot keva, kuf, bet, e, qui désigne l'estomac. Ce même mot phonétisé kuba évoque une grande tente voûtée. Et finalement, phonétisé koba, je vous rappelle, c'est toujours le même mot, kuf, bet, e, évoque le ventre, ou plus précisément le bas-ventre.
Or, lorsque je retire ce mot qui désigne l'estomac, la grande tente voûtée, le ventre ou le bas-ventre, du mot nekeva, il me reste, on l'entend d'ailleurs phonétiquement, la lettre nun. La lettre nun est une lettre issue d'un ancien idéogramme qui représente une fécondité nouvelle, apportée dans la relation à l'autre. Ce qui est bien que on pourrait dire que le nekeva est à quelque part une grande tente voûtée, un lieu de réception, voire d'assimilation, là on pense à l'estomac, par exemple, de ce nun, de cette fécondité nouvelle, de cette fécondité qui vient d'ailleurs. Et on voit tout à fait, sans avoir fait une analyse systématique des organes génitaux féminins, qu'il y a là la réception et l'accueil d'une fécondité qui vient d'ailleurs. Alors on a ça déjà dans le mot nekeva. Permettez-moi de poursuivre dans ce même état d'esprit, avec un nouveau rébus formé du mot kane, kufnen nun pardon, qui désigne la tige. Et quand je retire kane de nekeva, il me reste la lettre bet. Alors la lettre bet, nous venons de le dire, c'est une lettre de réceptivité optimale, d'hospitalité et aussi d'incarnation en quelque part d'une certaine réalité. Donc on pourrait dire que le nekeva, le féminin, c'est le lieu de réception et d'incarnation de la tige dans le sens d'un principe rectiligne, dans le sens de la rectilignité. Donc on voit encore là des images qui tout de suite nous font penser aux fonctions physiologiques des organes génitaux féminins. Enfin, et ça sera très important pour nous, voyons un dernier rébus qui est formé cette fois toujours du même mot, kana, kuf, nun, et donc on aura toujours la lettre bet qui s'ajoute à ce mot, mais qui veut dire, lorsqu'il est prononcé kana, acquérir, posséder. Donc on pourrait dire que nekeva, c'est aussi la maison, le lieu de manifestation, ou plus précisément d'incarnation. Le bet, c'est pas tellement la manifestation comme l'incarnation, ou l'hospitalité, on disait tout à l'heure, de cette dynamique qui consiste à acquérir, à posséder, à acheter. Et tout à l'heure, vous allez voir à quel point cela est extrêmement pertinent.